et bienvenue à cette deuxième table ronde. Comment développer les opportunités économiques et sociales liées à la transition écologique. Donc, j'ai 5 intervenants autour de moi, enfin 3 autour de moi et 2 autres en Zoom. Donc, nous avons Camille Putois pour Business for Inclusive Growth. À ma droite, Sébastien Darigrand, que je n'écorche pas votre nom, de l'UDES, Yann Fradin de Emmaüs France et en... Vous m'entendez pas? Voilà. Il faut que je me rapproche du micro. Bon, sans masque et je me rapproche du micro. Bon, ça ira. Et en Zoom, Gilles Vermaux-Desroches pour le MEDEF et Bonjour. Fabrice Bonifay pour le C3D. Coucou. Nous allons commencer avec vous, Camille Putois. Donc, vous êtes directrice générale de Business for Inclusive Growth, une coalition de 35 multinationales qui s'engage dans la lutte contre les inégalités dans le travail et qui a été créée en 2019, donc qui est quand même très récente. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Peut-être que j'enlève mon masque pour parler, c'est mieux? Oui, d'accord. Okay. Bon, excusez-moi. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité et à travers moi de donner la parole à cette coalition de grandes entreprises multinationales, majorité d'entreprises européennes et de plus en plus d'entreprises américaines, japonaises, qui travaillent avec l'OCDE et un certain nombre d'organisations internationales, les gouvernements au niveau G7, Commission européenne, etc., pour développer une façon de faire du business plus inclusif. Je dis bien de faire du business, c'est-à-dire on est vraiment il s'agit de changer la manière dont les entreprises opèrent, non pas de compenser par des actions de pro bono, mais vraiment changer la manière dont les entreprises opèrent. Et donc on travaille à la fois sur les sujets droits de l'homme, dans tout ce qui est diversité, inclusion, formation, chaîne de valeur, achat, etc. Voilà, rapidement. Et donc, en fait, en réfléchissant et en essayant de répondre aux enjeux qui sont soulevés à l'occasion de ce colloque, je me suis dit que ce qui était intéressant, c'est ici de faire part vraiment du point de vue entreprise. Alors après, il y aura d'autres interventions et je pense que Gilles Vermaux-Desroches, Schneider Electric, prendra aussi ce point de vue. Et ce que je voulais indiquer, c'est que les choses sont en train de bouger très vite et dans le bon sens. Il y a encore énormément de travail, bien sûr, mais je trouve qu'il y a quelques signaux récents qui sont intéressants, même si on peut rester un petit peu frustré, mais je pense qu'on est dans la bonne direction. On parle de transition écologique et on a vu récemment beaucoup d'entreprises mondiales prendre des engagements en termes de transition écologique, des engagements sur des engagements climat, beaucoup d'engagements net zéro pour contribuer à limiter l'ampleur du réchauffement climatique. Et ce qui est important, c'est ce qui nous a paru très important au sein de la coalition dès le début. Alors, les entreprises membres, c'est Unilever, c'est Danone, c'est Schneider Electric, c'est L'Oréal, Ricoh, Hitachi, Microsoft, etc. Ce qui nous a paru très important, c'est d'anticiper, c'est-à-dire lorsque l'on conçoit une politique climatique et lorsqu'on commence à la mettre en œuvre, c'est tout de suite dans la conception de la stratégie climat d'une entreprise d'intégrer l'impact social. Et c'est pas du tout, alors c'est pas du tout évident, c'est-à-dire qu'au niveau macro, effectivement, c'est quelque chose qui est bien entendu tout à fait traité par les gouvernements, par les branches professionnelles, etc. Mais ensuite, qu'une entreprise, lorsqu'elle développe sa stratégie climat, intègre dès l'origine l'impact social de sa stratégie climat, c'est quelque chose qui n'était pas forcément systématique et qui doit l'être et qui commence à le devenir. Je vais revenir sur les engagements net zéro qui ont été pris, notamment à l'occasion de la COP26 par de très nombreuses entreprises. On a eu beaucoup d'engagements de ce genre, très très bien. Et puis peu à peu, on a vu émerger et prendre de la substance le concept de transition juste, qui était jusqu'à présent un concept un peu fourre-tout. Et ce qui est important, ce qu'on voit apparaître, c'est dans certaines stratégies climat présentées par les entreprises, une approche systématique, c'est-à-dire, et nous justement, on essaie de définir de manière très précise ce que c'est que cette approche systématique de l'impact social d'une stratégie climat
pour une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, dans la conception, j'anticipe l'impact social de ma stratégie climat. J'anticipe l'impact sur l'ensemble de mes parties prenantes. Donc, naturellement, les salariés, mais aussi les communautés locales, puisque, comme on l'a vu, ça a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure, l'impact de la transition écologique va être très concentré géographiquement, industriellement, sur certaines catégories de salariés, de travailleurs et certaines régions, il peut être très, très, très violent. Donc, anticiper ça, anticiper l'impact sur l'ensemble des parties prenantes, associer les salariés et ces parties prenantes à cette analyse, c'est extrêmement important. Donc, nous, c'est une coalition mondiale, donc il y a des pays où il n'y a pas forcément de syndicats forts, il y a d'autres moyens de représentation, et il faut les prendre en compte. Et ensuite, mesurer l'impact. Donc, tout ça, ça veut dire des indicateurs. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement dans ma stratégie climat, je dis que je vais prendre en compte l'impact social. C'est des indicateurs. Et c'est là où je dis qu'il y a des choses intéressantes qui commencent à se passer. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, il y a un certain nombre de frameworks qui commencent à émerger, qui sont extrêmement intéressants et qui comportent des indicateurs précis pour anticiper et pour suivre l'impact social de la stratégie climat des entreprises. Donc, nous, on y a contribué naturellement. On a sorti 8 indicateurs, mais il y en a d'autres. Il y a le WBA, par exemple, qui en a sorti. Il y a Climate 100. Donc, il y a 2-3 organisations mondiales qui commencent à travailler là-dessus, qui sortent des indicateurs très précis. Et tout l'enjeu, bien entendu, maintenant sur ces indicateurs, c'est que plus en plus d'entreprises les adoptent. Donc, anticiper, suivre. Dans les parties prenantes, il y a aussi les consommateurs. C'est-à-dire que lorsque une stratégie climat a un impact sur ma base client et que, par exemple, elle rend un produit inaccessible aux clients qui ont un bas revenu, c'est quelque chose d'important. C'est naturellement quelque chose auquel maintenant les responsables politiques sont attentifs. Et on sait que le mouvement des Gilets jaunes a eu un impact bien au-delà de nos frontières. Mais c'est aussi un impact dont les entreprises sont conscientes, de plus en plus conscientes, et qu'elles doivent prendre en compte. Et puis, ces indicateurs doivent aussi avoir un œil particulier. Il doit y avoir des indicateurs spécifiques sur les personnes pour suivre l'impact sur les personnes en situation de vulnérabilité. Au sein de l'entreprise, c'est-à-dire les personnes qui sont peu qualifiées, moyennement qualifiées. On a indiqué tout à l'heure que ce soit la transition écologique ou digitale aurait un impact disproportionné sur ces catégories de population. Donc, il faut les suivre et ce n'est pas des grandes déclarations. Il faut mettre en place des indicateurs et il faut ensuite, bien entendu, les utiliser pour pouvoir élaborer des Bonjour tout le monde. stratégies de réponse. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Non, mais ça ira. Merci beaucoup. Odile nous entend? Donc maintenant, je vais laisser la parole à Gilles Vermaux-Desroches. Donc Gilles Vermaux-Desroches représente le MEDEF. Il est donc Gilles Vermaux-Desroches. Donc je ne vous vois pas, mais j'espère que vous êtes là. Vous êtes coprésident de la commission jeunesse et coordination au MEDEF et aussi au MEDEF, coordinateur du French Business Climate Change Pledge. Vous êtes aussi directeur de la citoyenneté chez Schneider Electric et membre du CESE, peut-être encore avec d'autres casquettes, mais je Non. m'arrêterai pour celle-ci. Donc, je vous laisse la parole. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cette initiative. Moi, je retiens une chose déjà sur l'initiative, cette mobilisation de tous ces acteurs, cet engagement d'Emmaüs au milieu de ces acteurs, me paraissent quelque chose qu'il faut saluer. On a beaucoup parlé du dialogue parties prenantes jusqu'à maintenant. Je pense qu'on arrive à un moment charnière de l'ensemble de ces enjeux où il est plus question d'alliance, y compris avec des acteurs très différents. Et il me semble que même si un colloque reste un colloque, il porte dans ses germes quelque chose qui est plus qu'un dialogue, mais de nature à penser, à réfléchir différemment avec des acteurs différents. Le deuxième sujet, c'est que je trouve que c'est vrai qu'il y a un balancement dans notre discussion depuis ce matin entre à la fois le local et le mondial. Le mondial, Camille vient de bien de montrer une logique mondiale. Et je pense que les deux sont d'ailleurs très imbriqués, même si elles se portent assez différemment. Je trouve que
très récemment dans nos entreprises, peut-être trop tard, mais aussi au niveau global, au milieu de tous les acteurs, avec l'émergence, comme ça a été dit plusieurs fois, de ce concept de la juste transition, c'est-à-dire économique et sociale. On comprend bien que, d'une part, c'est bien de faire en sorte que la planète soit pas une poêle à frire, mais si c'est pour en faire une cocotte minute, il y a pas beaucoup d'intérêt. Et que donc, ces 2 sujets, sont à travailler ensemble. Et il me semble qu'on avance encore un peu plus aujourd'hui pour se dire qu'ils ne sont pas à travailler ensemble de manière parallèle, mais qu'ils sont très imbriqués. Si on a une, vision, mondiale, de la question, on peut se dire que, on ne réussira jamais le net zéro, de nos entreprises. On ne réussira jamais, cet enjeu climatique, qui est l'affaire du siècle pour, rester en dessous de 1,5 degré de changement, de la température si, on ne respecte pas les droits de l'homme, par exemple. Parce qu'au fond, ce non-respect des droits de l'homme, ce non-respect du travail décent, ce non-respect, d'un niveau, acceptable de salaire, ce non, combat, de tout moment contre le travail des enfants, vient profondément changer les chaînes de valeur, vient profondément rendre, complexes, les questions de localisation, les questions de compétition internationale et si on ne travaille pas sur ce sujet-là, en même temps que les enjeux, par exemple, de donner un prix au carbone, aux frontières de l'Europe ou d'autres logiques aux frontières d'autres continents, on n'arrivera ni au premier challenge, ni au deuxième. Et donc j'ai envie de dire que, il y a là un impératif, assez central de mettre, ces 2 enjeux en jeu ensemble et de toujours, au fond, porter la question de l'inclusion comme étant aussi une des solutions ou en tous les cas, la clé de ce que l'on fera, sur les enjeux, de climat. Quand on arrive, à la question, française, moi je prends toujours un exemple, je représente ici, le MEDEF et cette mobilisation à la fois sur le développement durable et à la fois sur la jeunesse, et puis, d'autres types de mobilisation. Mais au fond, moi je suis, comme ça a été rappelé, un acteur de Schneider Electric. Vous savez, Schneider Electric, c'est une entreprise qui, arrive cette année à être à la fois, l'entreprise connue la plus développement durable, dans un des indices, assez réputés, voilà, c'est bientôt la fin de l'année, donc je peux encore le dire, ça sera une des dernières fois et en même temps, d'avoir un cours et une performance économique et boursière, très saluée, comme quoi on peut faire les 2. Et au fond, cette entreprise, met sa stratégie sur, comment on aide une usine, un quartier, un bâtiment, une maison à être plus efficient, à être à la fois, producteur d'énergie, consommateur et comment au fond, quand on pense la maison de demain, on intègre le véhicule électrique, sa batterie, les panneaux solaires, d'autres générations énergétiques, sa consommation, pour une démarche intelligente qui permet à la fois d'avoir plus de confort, plus de sécurité, évidemment aller vers l'électrique pour l'ensemble des usages puisque c'est, la seule énergie qui permettra, de complètement décarboner l'énergie et cetera et cetera. Mais quel intérêt de faire tout ça si à la porte d'entrée de toutes ces maisons de demain, dans un carton, un pauvre vient dormir? On voit bien que c'est pas durable, quoi. Donc on voit bien que, à l'échelle des entreprises, ne pas s'occuper de cette question, sociétale, de l'inclusion, de la pauvreté, à la fois, est une erreur de responsabilité et à la fois probablement, un mauvais coup fait à son futur parce que, le futur de tous, ne peut se penser que si, la société se construit de manière durable. Donc il me semble que qu'on ait une vision mondiale et singulièrement sur les enjeux des droits de l'homme, et donc des manières de travailler avec ses fournisseurs, d'organiser sa chaîne de valeur, ou qu'on ait, une vision, par exemple, dans l'OCDE et particulièrement en France, la question de porter des enjeux d'inclusion est clé. Dans cette question-là, il me semble qu'il y a une deuxième question qui est encore plus clé au moment où on se parle, qui est la question de la jeunesse. Il n'y a jamais eu autant de jeunes sur la planète, 1,8 milliard, parce que c'est l'immense croissance de la population d'il y a 20 ans. Peut-être qu'il y en aura moins dans l'avenir.
Et cette jeunesse, il se trouve qu'elle arrive, au contour du moment où, on construit sa vie, on construit son avenir, on a un travail. Malheureusement, beaucoup de ces jeunes n'ont pas de formation dans le monde. Plus de 300 millions sont, ce qu'on appelle nets. Et malheureusement, on n'a pas su faire avec les pays en développement les transferts, de formation suffisants, de compétences, pour, faire accélérer, davantage, hem, les métiers, le développement et cetera. Au fond, c'est un tout. Quand on parle de migration, quand on parle des emplois locaux, quand on parle donc il me semble que la transition ne se fera pas sans que, on forme massivement les jeunes des pays pauvres et qu'on soit attentif à leur avenir. À la fois pour que, certains restent dans des zones rurales pour être, les acteurs agricoles indispensables, à l'équilibre de nourriture, que d'autres créent du développement et cetera et tout ça passe par, des grandes logiques de responsabilité, des grandes entreprises, mais pas seulement, sur ce sujet-là et pour moi, quand on dit qu'il faut que la transition soit juste, inclusive et environnementale, je veux insister sur ce volet, des jeunes dans le monde. Si on est sur nos pays de l'OCDE, à nouveau je fais ce balancier et la France en particulier. La France est à un moment tout à fait particulier au moment où on se parle. Il y a 32 des moins de 30 ans qui sont en emploi, ça n'est jamais arrivé depuis 2000 et quand on regarde le nombre de salariés, enfin le nombre de personnes qui travaillent par rapport au nombre de personnes susceptibles de travailler, on arrive à un écart qui est le plus faible depuis le début des années 70. Et ben, c'est justement un grand avantage pour voir comment tous ensemble on est inclusif et singulièrement sur les métiers, de la transition. Parce qu'au moment où on se dit ça, il y a 1 million de jeunes, c'est-à-dire de 18-30 ans, qui sont ce qu'on appelle net en France, c'est-à-dire quand on calcule le nombre de jeunes qui sont à l'école, en formation, au chômage ou au travail, et qu'on calcule le nombre de jeunes de cet âge-là en France, il y en a 1 million qui ne sont pas dans ces chiffres-là. Si on veut demain à la fois faire la transition, environnementale, à la fois, profiter du moment où on est, qui est indispensable, pour que la société aille mieux et à la fois faire en sorte de ne pas laisser cette population, sur le trottoir, sur le bas du chemin, bah, il est urgent de faire de l'inclusion, de l'insertion et que nos entreprises soient en capacité, de s'engager, au cœur de leur politique de responsabilité sociale pour aller chercher des gens qu'elles n'ont pas pris l'habitude d'aller chercher depuis un petit bout de temps et qui, participeront, à la démarche de demain. En conclusion, il me semble que, probablement en le pensant de manière assez nouvelle, moi je pense qu'on a dit que la transition environnementale ne pourrait pas se faire si elle n'était pas aussi inclusive et sociale. Je serais même capable de dire aujourd'hui ou de penser qu'il faut qu'elle soit déjà inclusive et sociale et que c'est le moyen pour qu'elle soit plus engagée au niveau de l'environnement. On peut en faire la démonstration très facilement dans les pays en développement. C'est probablement plus complexe dans les nôtres, mais dans les nôtres, comme ça a été rappelé au début de la table ronde précédente, il y a un certain nombre de gisements d'emplois qui sont liés à ces transitions, qui sont nés à l'économie de la fonctionnalité, qui sont liés, à la volonté de relocaliser plein d'activités, en particulier agricoles, qui sont liés, à de nouvelles activités de la transition, et que, il est question de formation, il est question, d'informer les gens avant de les orienter quand on parle des jeunes, parce que quand je parle de, ce 1 million de jeunes qui est, net en France, il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de ces jeunes-là, viennent des 80 000 jeunes qui, tous les ans, quittent le système scolaire sans le diplôme qu'ils étaient en train de préparer, soit parce que c'est pas celui qu'ils recherchaient, soit parce que, ils sont pas allés jusqu'au bout. Donc on a là un immense impératif que dans cette juste transition, on ait une vision tout à fait, particulière, pour les jeunes. D'abord pour eux-mêmes, parce que souvent ils sont dans des situations inacceptables, comme c'est inacceptable que la moitié des personnes qui soient en dessous du niveau de pauvreté soient des jeunes. Mais si c'est pour eux, c'est aussi pour toute la société, parce que si on ne les emmène pas dans des perspectives de création de valeur, c'est l'ensemble de notre système social qui demain, ne sera pas, en capacité de tenir et ne sera pas durable et on a besoin de ce système pour engager cette transition
plus il sera en capacité de l'apporter et plus la transition pourra se faire de manière rapide. Merci beaucoup, Gilles. Et je dois passer la parole, puisque nous n'avons plus beaucoup de temps, à Fabrice. Donc, Fabrice Bonifay. Fabrice, tu es président du C3D, le Collège des directeurs de développement durable. C'est une association qui a été créée il y a une douzaine d'années, qui regroupe des directeurs de développement durable d'entreprises, plus de 200 membres actuellement. Et tu es aussi directeur qualité, sécurité, environnement du groupe Bouygues. Je te laisse la parole. Directeur développement durable du groupe Bouygues, en plus du QSE et du C3D, et aussi administrateur d'un think tank qui s'appelle The Shift Project, que je pense peut-être certains d'entre vous connaissent. Donc, ce que je voulais vous dire, moi, c'est par rapport à ce qui a été dit à la première table ronde, il y a effectivement débat entre croissance et décroissance, mais la croissance pour qui, en fait, hein, c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Ça a été dit de multiples fois, croissance pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les pays émergents qui ont besoin d'infrastructures, d'infrastructures de transport, d'hôpitaux, d'écoles. Et je pense que la responsabilité que nous avons vis-à-vis des pays dits émergents, c'est de tenir notre promesse de la COP 21 et de verser les sommes nécessaires à hauteur de 100 milliards d'euros, c'est ce qui avait été promis par an, pour permettre à ces pays d'avoir un minimum de confort matériel qui est nécessaire au bien-être. Alors, ce qui sous-entend, de la part de ceux des pays qui ont déjà des infrastructures assez performantes comme nous, eh bien, d'entretenir ce patrimoine que nous avons sans chercher à le développer toujours plus. Et parce que je ne crois pas une minute à la possibilité d'une croissance infinie sur une planète finie en ressources, contrairement à ce qui a été dit. Et je ne crois pas non plus à un découplage entre la création de valeurs matérielles avec toujours plus de valeurs matérielles et toujours moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ce découplage n'existe pas, c'est une fable, et il n'a été démontré par aucun économiste, et aucun économiste sérieux, bien entendu. Donc, je pense qu'il faut arrêter de raconter des carabistouilles en permanence sur ces sujets. Il n'y a pas de réalité physique à tout cela. Et je pense que donc, la première chose à faire pour aller vers une économie plus juste, c'est, je pense, de remettre à niveau ces théories économiques obsolètes et de dessiner des nouveaux indicateurs qui vont être des indicateurs plus justes, qui permettront de concilier l'impératif écologique et l'impératif de réduction des inégalités. Parce qu'en fait, il s'agit de ça, de réduire les inégalités entre ceux qui ont trop et ceux qui n'ont pas assez, y compris dans nos contrées d'ailleurs. Donc, et donc de flécher les outils qui sont à notre disposition, notamment les outils fiscaux, qui vont nous permettre donc de réduire ces inégalités. Parce que là, je suis bien d'accord avec M. Vermeulen-Roche, il y a un contraste qui devient maintenant même invivable entre ceux qui ont manifestement beaucoup trop et ceux qui n'ont vraiment pas le juste nécessaire. Et c'est vecteur de déstabilisation. On voit d'ailleurs dans le débat politique actuel en France que ce que ça peut nourrir comme ressentiment et comme sentiment d'injustice entre les individus. Alors, la bonne nouvelle, c'est que la transition qui est devant nous, elle est génératrice d'emplois. Parce que la relocalisation, ça a été dit, et parce que le fait d'adopter des modèles de production qui vont être des modèles de production plus intensifs en ressources humaines, que ce soit dans l'agriculture ou dans le bâtiment, eh bien, ça va créer des emplois. Et la condition pour que ces emplois soient correctement rémunérés, eh bien, c'est d'avoir des systèmes de formation de masse qui flèchent vers les technologies de demain. Et les technologies de demain, contrairement à ce que certains peuvent penser, ce n'est pas les voitures volantes ou les voitures autonomes ou des choses très, très technologiques, mais c'est la permaculture, c'est l'isolation des bâtiments, c'est rendre des bâtiments les plus autonomes possibles, donc avec des systèmes de production intégrés bâtis. Et je pense que la haute technologie aura sa place dans ce dispositif, mais tout ce qui va être low-tech, tout ce qui va être basse technologie,
faible consommateur de ressources minérales, très faiblement consommateur d'énergie, a toute sa place également dans la transition. Et on a besoin d'avoir un petit peu de lucidité également sur quel type de technologie on va vouloir pousser demain, si on veut pouvoir associer ces deux enjeux que sont l'inclusivité et la transition écologique. Je dirais aussi qu'en termes de rythme, ce n'est pas à nous de définir le rythme de cette transition. Il y a des scientifiques qui nous disent que si on veut rester sous les 1,5 degré de réchauffement moyen, je rappelle qu'on est déjà à 1,2 degré, il nous reste 400 gigatonnes de CO2 à émettre. Et au rythme actuel de l'humanité, des émissions de l'humanité, on est à 43 gigatonnes. C'est-à-dire qu'en fait, si on veut maintenir le climat avec pas trop de dégradation, c'est-à-dire sans amplifier déjà les catastrophes en cours, il faudrait qu'on puisse réduire nos émissions, tenez-vous bien, de 7% par an pendant 60 ans. L'équivalent d'un Covid et demi pendant 60 ans. Ça montre un petit peu l'ampleur de l'effort qu'il faudra que l'humanité arrive à consentir. Et je pense que si on veut arriver, si on laisse croire plus exactement que on pourrait maintenir les mêmes modes de société, les mêmes modes de vie, avec cette décarbonation qui s'impose à nous d'un point de vue physique, c'est une vue de l'esprit. Donc, il y a un nouveau narratif du vivre ensemble aussi à mettre en place pour expliquer que, certes, on va devoir pousser des nouvelles technologies, certes, il va falloir que l'on reconstruise la ville sur la ville, mais il va falloir aussi qu'on adopte d'autres comportements. Et je pense que cette pédagogie des nouveaux comportements de consommation, notamment, n'est pas encore à l'ordre du jour de beaucoup de programmes. Et c'est pourtant ce qui va s'imposer à nous, car il ne pourra pas y avoir de toute manière de business viable pour les entreprises sur une planète qui va devenir une étuve, avec 1/5 des terres émergées qui seront invivables bien avant 2050. Donc la responsabilité vis-à-vis des jeunes, notamment, qui, comme le disait Gilles, composent quand même 1,8 milliard d'habitants sur cette planète, donc des moins de 20 ans. Si arrivé à 50 ou 60 ans, on assiste à des migrations climatiques telles que c'est annoncé par Mme Masson-Delmotte, massif au niveau des zones qui vont être considérées comme invivables, je ne vois pas dans ces conditions-là comment le système socio-économique pourrait résister à de tels troubles sociaux. Donc, la prise en compte des contraintes physiques sont indispensables dans la stratégie des entreprises et dans la stratégie des États, car aujourd'hui, ces contraintes physiques, elles sont de deux ordres. On a une responsabilité, bien sûr, de morale de diminuer nos émissions, très, très, très rapidement maintenant, 7% par an. Mais de toute manière, on sait aussi qu'un certain nombre de réserves, pétrole notamment, arrivent en déplétion dans la plupart des champs de production. Et on a tout intérêt, de toute manière, pour ce qui reste comme réserve, à les laisser là où elles sont. Donc, avec moins d'approvisionnement fossile dans l'industrie dans les années qui viennent, cette obligation de sobriété, osons le mot, est une obligation qui va s'imposer à nous. Donc, qui dit sobriété dit mise en place d'un nouveau système économique basé effectivement sur ce qu'on appelle l'usage, l'économie de la fonctionnalité, ça a été évoqué, exactement comme l'a dit le premier interlocuteur en introduction de cette table ronde, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une économie où les entreprises vont proposer à leurs clients des produits qu'elles ne leur vendront pas, de manière à ce qu'on puisse avoir une plus grande intensité d'usage sur l'ensemble des produits qui seront mis à disposition, que ce soit des voitures, des machines ou les produits du quotidien. Et ça a un gros avantage. Le gros avantage, c'est que les produits vont être bien sûr beaucoup plus résistants, résilients, vont pouvoir durer plus longtemps, seront réparables, donc avec une économie locale de cet entretien qui est créatrice d'emplois. Et si on fabrique moins de produits parce qu'on ne sera plus dans l'économie du volume ou l'économie de la possession, eh bien, on fera baisser la pression sur les ressources à récupérer pour fabriquer ces produits et l'énergie également qu'il faut pour les fabriquer. Donc, cette économie de la fonctionnalité où on vendra l'usage par rapport au fait qu'on vendait les produits auparavant, est-ce que ça créera autant d'emplois que l'économie de production de masse, de l'hyperconsommation, où tout le monde est propriétaire de tout, avec des taux d'usage qui sont extrêmement petits?
Eh bien, ça, c'est un pari à gagner, c'est un pari à mettre en place, à mettre les conditions de ce pari, et ça nécessite d'aligner un certain nombre de planètes. Donc, la première planète alignée, c'est revoir le modèle économique des entreprises pour aller vers cette économie de l'usage. La deuxième planète, c'est la fiscalité, pour favoriser le plus possible les mesures qui permettront donc de privilégier cette économie d'usage par rapport à l'économie de la possession, y compris d'ailleurs pour les infrastructures. Il faut savoir que les bâtiments aujourd'hui, les bâtiments sont structurellement sous-utilisés. Une école, c'est 18% du temps. Un bâtiment tertiaire, c'est 25% du temps. Donc, ces espaces qui sont sous-utilisés, si on était sur une logique d'optimisation de ces espaces, eh bien, on aurait besoin de moins d'infrastructures, mais on aurait de mieux d'infrastructures, ce qui permettra de remettre de la nature en ville, et c'est absolument indispensable, et ce qui se permettra aussi d'avoir des coûts d'utilisation de ces infrastructures qui seront moindres parce que partagés par un plus grand nombre d'utilisateurs. Donc, je ne crois pas personnellement au technosolutionnisme. Je ne crois pas du tout à ce que la technologie va trouver toutes les solutions à la transition écologique. C'est une vue de l'esprit. Je pense qu'on aura besoin de haute technologie dans un certain nombre de domaines, mais on va avoir surtout besoin de techno-discernement. Alors, le techno-discernement, c'est quoi? C'est que les bonnes technologies sont celles qui sont utilisées avec intelligence. C'est-à-dire que dans toute technologie, il y a l'usage et le mésusage. Vous prenez une voiture, ça peut être très, très utile dans les territoires, mais prendre sa voiture en ville pour faire 3 km, eh bien, je ne crois pas que ce soit un bon usage de la technologie. Et je pense que cette économie de demain va devoir faire aussi l'éducation de comment on va utiliser cette technologie, qui va les utiliser, quand on va les utiliser, de manière à ne pas faire d'opposition stérile entre la haute technologie et la low-tech. Non, la bonne technologie, c'est celle qui est utile à un usage donné, mais avec responsabilité. C'est-à-dire que si on ne fait pas preuve de plus de responsabilité dans l'utilisation des technologies, eh bien, on va à la catastrophe. Et c'est d'ailleurs le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on a gaspillé énormément de ressources, on a gaspillé énormément d'énergie dans des utilisations d'infrastructures et dans des technologies qui Fabrice, sont... il va falloir que je passe la parole à d'autres, donc si tu Alors, peux juste conclure. pour terminer, mes deux propositions pour arriver à faire comprendre tout ça aux acteurs économiques, c'est la formation. La formation, les gens continuent d'avoir des opinions, il faut manager par les faits. Et les faits, ça nécessite quand même de prendre le temps de se former pour comprendre les enjeux et les ordres de grandeur. Et deuxièmement, revoir complètement nos modèles économiques pour aller vers des modèles économiques de la fonctionnalité, des modèles économiques de l'usage. Et ça nécessite aussi d'avoir des politiques publiques qui vont inciter en fait les acteurs à faire cette transition de leur modèle le plus vite possible avec les outils fiscaux qui sont aujourd'hui à leur disposition. Merci beaucoup, Fabrice. Et je vais maintenant laisser la parole aux acteurs de l'ESS. Donc, tout d'abord, Sébastien Darigrand. Donc, Sébastien, vous êtes délégué général de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire, qui regroupe 30 000 entreprises. Et donc, je vous laisse la parole. Bien, merci et merci pour cette invitation sur ce colloque très intéressant sur les questions de transition écologique inclusive. Et j'appuie particulièrement sur cette question-là, puisque moi, mon propos va s'axer principalement sur les questions sociales. Vous l'avez dit, l'UDES, l'économie sociale et solidaire, représente 14% de l'emploi privé en France, ce qui est une part importante de l'emploi. Et c'est une économie plutôt non délocalisable, locale, qui s'inscrit dans ce que Jean Viard, sociologue, appelle l'économie de la fonctionnalité, des réseaux, du lien social, et qui par ailleurs s'inscrit véritablement dans une approche qui vise à concilier utilité sociale, activité économique et responsabilité environnementale.
Pour autant, comme d'autres secteurs, le secteur de l'économie sociale et solidaire, qui représente donc associations, coopératives, mutuelles, n'est pas exempt d'un travail de fond sur sa remise en question par rapport à ces questions environnementales, notamment en utilisant le levier du social, de l'employeur et de la manière dont les choses peuvent évoluer sur cet endroit-là. Et j'aurais tendance à évoquer, j'étais la semaine dernière avec un débat avec Cyril Dion dans le cadre de son film Animal, et il disait quelque chose qui me paraît très juste, c'est-à-dire qu'on peut faire tous les débats géopolitiques qu'on veut sur la question de la transition écologique et évoquer tous les scénarios. Il disait, moi, je ne donne pas d'éléments forts en matière je ne suis pas là pour donner des leçons ou apporter des modèles. Je suis là pour que chacun prenne conscience de la réalité qu'il peut avoir sur cette question de la transition, pour que chacun, à son niveau, fasse un petit pas pour améliorer les choses. Et il me semble que si on part de cette posture-là, qui me paraît à la fois modeste et en même temps qui permet de se dire qu'on est dans le faire et on fait bouger le faire sur un certain nombre de sujets, ça nous permet de se dire que au-delà des grandes dimensions géopolitiques, on peut apporter des choses extrêmement concrètes. Alors, quelques exemples dans l'économie sociale et solidaire. Les coopératives sont très investies aujourd'hui dans ce secteur-là, avec une hausse de l'emploi à plus 8% en sortie de crise sanitaire, notamment sur les questions de transition écologique. Alors, il y a Enercop sur l'énergie durable, Mobicop, Railcop sur la mobilité, Biocop pour l'alimentation durable. Je ne vais pas tous les citer, mais j'en cite certains. Il y a évidemment le secteur représenté notamment ici par Emmaüs, mais autour des ateliers chantiers d'insertion, qui agit notamment sur tout le lien entre les personnes en insertion et des activités de développement autour de la transition écologique et notamment autour des jardins bio, des ressourceries, du réemploi et de la réparation. Donc tout ça me paraît intéressant et ce sont évidemment des petites initiatives qui conviendrait de faire grandir de façon plus importante à travers ce qu'on appelle l'économie circulaire. Alors, je voulais évoquer 2-3 éléments qui me paraissent intéressants sur la question de l'impact social de la transition écologique inclusive. D'abord, on a une législation qui est en train d'évoluer et qui montre quelque chose qui me paraît important, c'est que pour la première fois, les employeurs et les acteurs de l'entreprise sont en quelque sorte sommés de se mettre un peu en dynamique sur ces sujets-là. Alors, il y a la loi climat qui parle effectivement de la consultation des CSE et qui demande aux entreprises, dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois, d'intégrer un volet transition écologique pour répondre aux questions de formation des salariés. Il y a la loi orientation et mobilité qui prévoit la mise en place d'un plan de mobilité pour toutes les entreprises de plus de 50 salariés et un forfait mobilité durable. Donc, on voit que, évidemment, c'est extrêmement modeste tout ça, mais on voit que le législateur commence à donner des signes sur le fait que la question de la transition écologique ne doit pas être simplement une question citoyenne, mais ça doit être aussi une question qui implique l'engagement des employeurs et des entreprises de façon un peu organisée. Le deuxième enjeu qui me paraît important de souligner, c'est celui de la mutation des métiers. Ça a été dit fortement, on a besoin, c'est des enjeux autour de l'emploi, de la qualité de l'emploi, mais aussi de la façon dont on peut faire muter un certain nombre de métiers. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On a à peu près 1 million d'emplois dans la croissance verte en France, mais on a que 100 000 emplois à peu près qui sont des personnes qui exercent un emploi vert. Et donc, on a un enjeu, non, bien sûr, sur les emplois verts, mais on a surtout un enjeu sur ce qu'on appelle les emplois verdissants, c'est-à-dire dont la finalité n'est pas forcément environnementale, mais qui intègrent dans les grilles de compétences des éléments liés à la transition écologique ou à la question environnementale dans le geste métier. Et on voit aujourd'hui que nombre d'entreprises peuvent intégrer dans les politiques d'achat, dans les fonctions support, sur la mobilité des salariés, sur les questions de recyclage, des éléments qui ne figurent pas aujourd'hui dans les fiches de poste des collaborateurs et qui permettent de faire évoluer les choses aussi par rapport à cette question des métiers verdissants.
Alors, plusieurs défis, me semble-t-il, sont à relever pour les entreprises aujourd'hui et pour les employeurs que moi je représente dans l'économie sociale et solidaire. Première chose, c'est on a des initiatives inspirantes qu'il faut faire remonter. J'en ai évoqué certaines dans les coopératives, dans les ateliers d'un chantier d'insertion, dans les associations environnementales. Il faut identifier, essaimer, faire remonter les bonnes pratiques, y compris sur les synergies avec d'autres acteurs. On voit aujourd'hui que dans le cadre des pôles territoriaux de coopération économique dans les territoires, il y a des choses intéressantes qui se montent avec des artisans, des PME, des entreprises, des associations, pour créer les conditions dans des tiers-lieux d'innovation sociale et écologique qui permettent de mettre en dynamique une métropole ou mettre en dynamique un territoire. Le deuxième sujet, je le dis, mais je ne m'appesantis pas là-dessus, ça a été dit par plusieurs intervenants, c'est la formation et l'accompagnement sur les métiers et les compétences. Et le troisième sujet, je reprendrai ce que nous disait notre première intervenante tout à l'heure sur la mesure des impacts écologiques des activités. Ça nous paraît un point extrêmement important aujourd'hui, puisqu'on voit bien que si on est en capacité de mettre une logique d'indicateur sur du moyen long terme permettant de dire voilà comment je mesure les choses et voilà comment je m'implique dans une forme de transition écologique, cette question de l'évaluation me paraît extrêmement importante. Sur la question de la transition sociale et inclusive, l'économie sociale et solidaire, je l'ai dit, est un acteur qui contribue. Il me paraît quand même important de souligner 3 points. La première chose, c'est d'inclure les salariés dans la conduite du changement. Alors, on le dit, bon, c'est un peu bateau, mais on le dit à peu près sur tous les changements qui existent aujourd'hui, que ce soit sur la transition numérique ou d'autres transitions, mais il n'en demeure pas moins que souvent on ne le fait pas et que c'est les outils ou c'est les systèmes qui viennent en quelque sorte être premiers par rapport aux usagers qui sont en capacité de prendre et d'accompagner le changement. Et si on veut éviter, me semble-t-il, le syndrome gilet jaune avec la taxe carbone, il faut évidemment, y compris dans l'entreprise, prendre en considération les obstacles quotidiens des salariés et notamment des salariés les plus fragiles sur les questions de covoiturage et notamment pour les personnes à faible revenu, sur la question de la mobilité, notamment pour les personnes en situation de handicap et plus globalement aussi sur les politiques d'achat, notamment sur le fait de pouvoir s'appuyer sur des acteurs comme les ESAT, par exemple, qui agissent pour intégrer les questions de tri et de recyclage. Donc, on voit bien que sur cette question-là, il est important, dans la question de l'inclusion, de prendre en considération les salariés, notamment les salariés les plus fragiles. Le deuxième point, c'est la mise en mouvement. Sur les opportunités en matière sociale, il n'y en a que 3, je vous rassure, donc ça va aller vite. Le deuxième point, c'est la mise en mouvement des acteurs du lien social dans les territoires. Moi, je pense qu'on a un sujet très fort aujourd'hui, dans le cadre notamment des questions de relocalisation, des questions de synergie d'acteurs, de partenariat, de travailler sur les questions de désinsertion professionnelle en lien avec la transition écologique, en mettant en place des cadres d'action paritaire avec les organisations syndicales de salariés. Il y a des objets pour ça qui existent, les observatoires départementaux du dialogue social notamment, mais aussi des initiatives qui sont portées par l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail avec le fonds, le FACT, qui permet aujourd'hui de mettre des acteurs du lien social en synergie dans les territoires pour développer des actions visant la désinsertion professionnelle, notamment en lien avec la transition écologique. Et puis le dernier point, c'est la question de la culture des activités et des métiers. Nous, on est en train de réfléchir ce qu'on appelle un EDEC, un engagement de développement de l'emploi et des compétences, c'est-à-dire une idée de la prospective métier à 10 ans, permettant de prendre en considération l'impact de la transition écologique sur les métiers. On l'a fait sur le numérique il y a 3 ans, on est en train de le faire sur la transition écologique parce qu'on pense que c'est un levier extrêmement important pour développer l'employabilité des salariés, éviter de laisser au bord de la route des demandeurs d'emploi qui sont en recherche de sens aujourd'hui. Et donc, quand on est sur la marque employeur, il nous paraît important que cette question de la transition écologique soit complètement impliquée et qu'au final, cette question soit un objet de dialogue social. Ça a été dit sur les questions d'emploi, notamment sur la question dont la transition écologique transforme le marché de l'emploi et le marché du travail, les conditions d'emploi, notamment l'adaptation des gestes et métiers. Et puis, dernier point, l'impact de la transition écologique sur la qualité de vie au travail, parce qu'on sait très bien que la question de la transition écologique, tout comme la question de la transition numérique, pose des questions sur l'articulation des temps de vie, le rôle du télétravail, la mobilité, et que tous ces éléments-là
peuvent faire l'objet de cadres de dialogue social dans l'entreprise et qu'il nous paraît important qu'on passe en dynamique là-dessus de façon plus importante que ça n'était le cas aujourd'hui. Je crois qu'il n'existe pas aujourd'hui en France un accord national ou un accord de branche sur la transition écologique. Donc, il nous semble qu'il faut y aller dans les 2-3 ans et que là, il y a des vecteurs de transformation importants. Merci beaucoup, Sébastien. Pour finir, je vais laisser la parole à Yann Fradin. Donc, Yann Fradin, vous êtes vice-président d'Emmaüs France, que je ne présente pas, bien sûr. Donc, je vous laisse à la fois parler au nom d'Emmaüs et puis, comme vous êtes le dernier intervenant, rebondir, si vous le souhaitez, sur les différentes interventions de cette table ronde. Merci. D'abord, ici, là, au niveau d'Emmaüs, on est effectivement, on peut dire, dans l'économie de la fonctionnalité depuis toujours. Et puis là, devant, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un petit peu de déco. Hein. Donc, c'est de la seconde main, troisième main, quatrième main. C'est Label Emmaüs qui nous a livré ça. Et effectivement, dans tout ce qu'on travaille et ce qu'on peut produire, c'est du réemploi pour l'essentiel. Alors, Emmaüs France, c'est 300 000 tonnes collectées par an. 35% sont réemployés, 60% sont recyclés, valorisés, et puis un petit 5% qui reste dont on n'arrive pas encore à faire grand-chose. Tout ça, c'est 10 000 bénévoles. C'est 119 communautés, Antoine en a parlé tout à l'heure, 90 comités d'amis ou structures d'insertion par l'activité économique qui représentent 7 600 compagnes et compagnons, 3 300 salariés permanents et 4 000 salariés en insertion. Donc on voit que rien qu'avec, entre guillemets, ce qu'on pouvait considérer il y a quelques années comme du rien, on arrive à faire beaucoup, déjà à le réemployer et puis ensuite à produire et créer de l'emploi territorialisé. Si on élargit, Sébastien en a parlé juste avant sur l'insertion par l'activité économique. Aujourd'hui, l'insertion par l'activité économique, c'est 140 000 emplois. Et le gouvernement actuellement, dans la mandature actuelle, a décidé d'augmenter de 100 000 emplois les emplois d'insertion. Donc, on est vraiment dans une croissance forte. Et ces emplois d'insertion sont pour une très, très grande partie, et ces entreprises, ces activités, vous l'avez vu ou aperçu dans les petits films, sont dans l'économie, dans la transition écologique. Très, très concrètement et factuellement, le plan IAE, le plan de relance de l'insertion par l'activité économique, alors qui était avant le plan de relance, qui était déjà un plan de relance, avant la pandémie, c'est 500 millions d'euros qui ont été mobilisés. Ça a permis, dans le cadre de la relance, à 95% des structures de l'insertion par l'activité économique de poursuivre leurs activités. C'est-à-dire qu'il y a eu très, très peu de défauts. Et enfin, c'est 70 000 emplois qui vont être créés là et qui sont en cours de création dans le cadre de 4 700 projets. Donc, on voit qu'il y a vraiment une très grande dynamique. Et cette dynamique, dans cette dynamique, une grande partie, 27 000 emplois, donc presque un peu plus de 30% des emplois, sont dans le recyclage et dans l'alimentaire. Donc, on voit dans des activités très proches de ce dont on a besoin et de la transition écologique, et dans la transition écologique. Et enfin, pour poursuivre le panorama dans ce champ-là, les territoires zéro chômeur de longue durée, je vais y revenir après, mais la moitié des activités créées, donc à partir des premiers exemples, sont aujourd'hui dans les métiers de la transition écologique, donc de recyclage, de réemploi, de services de proximité. Alors en termes de propositions, l'enjeu, c'est de rendre les financements accessibles, c'est-à-dire dans le développement de l'économie et de le redéveloppement, de la destruction-création, comme on dit souvent, il faut des financements, qu'on le veuille ou non, et ces financements, il faut qu'ils soient accessibles. C'est-à-dire qu'on le voit dans le plan de relance, par exemple, 95% des financements de l'ADEME ne sont pas accessibles à l'économie de la proximité. C'est des gros systèmes, des systèmes très lourds, mais pas du tout adaptés aux petites structures. Donc, il s'agit de les adapter aux petites structures, les adapter aux territoires, en région,
de régionaliser tout ça. Il y a des synergies à trouver donc, entre les gros financement, et on voit qu'on arrive à le faire quand on veut, puisque sur le fonds de développement de l'insertion, donc ce que j'expliquais tout à l'heure sur les 100 000 emplois créés, on est arrivé à redescendre au niveau du territoire. Donc quand on veut se donner la peine, on peut le faire. Avec l'ADEME, on y participe aussi, même si, comme je disais, c'est plus compliqué. Il y a l'épargne solidaire également. On vient de créer une foncière solidaire au niveau d'Emmaüs France. Et l'épargne solidaire, aujourd'hui, il faut savoir qu'une grande partie est dédiée à l'économie solidaire et n'est pas dépensée. Je crois qu'on est à 10 à 20% maximum des fonds employés, c'est-à-dire l'argent d'or, pour être très clair, parce qu'on n'est pas capable de le faire passer, le faire descendre sur les territoires et les activités. Donc, il faut travailler avec ces fonds issus des territoires. Sur la partie de la transition écologique stricto sensu, et notamment du recyclage, il y a un plus grand travail à faire et un renforcement du travail à faire avec les éco-organismes. Par exemple, on économise aujourd'hui 60% du textile recyclé de seconde main, recyclé, réemployé, passe par des groupes Emmaüs. On estime aujourd'hui qu'il y a environ 100 000 tonnes d'or qui n'est pas du tout réemployé, qui n'est pas recyclé, qui n'est pas récupéré. Et donc là, on est vraiment dans des mécanismes à améliorer très fortement. Ensuite, quand on a des activités qui marchent, il faut qu'on arrive à les dupliquer. Par exemple, Emmaüs France, on a réussi à organiser des plateformes textiles sur tout le territoire parce que voilà, le textile il restait dans les communautés, tout ce qui ne pouvait pas être vendu tout de suite sur place. Et donc, trouver les systèmes qui permettent de mutualiser tout ça. Enfin, pour terminer, sur territoire zéro chômeur, je dirais qui est la dernière innovation, je dirais, dans le domaine, donc de créer de l'emploi pour tous sur les territoires. Il y a une dynamique très forte, ça montre la dynamique très forte, puisque la loi qui avait prévu 10 territoires vient d'autoriser la création de 50 nouveaux territoires, et même 50 derrière qui sont prévus en option, entre guillemets, qu'on espère bien qu'ils vont se mettre en place. Et les projets affluent sur les territoires de nouvelles activités, donc toutes liées à la transition écologique inclusive. Donc voilà ce que je peux dire en quelques mots. Merci beaucoup. Alors, nous allons avoir quelques minutes pour les questions. Donc, si vous en avez dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. J'ai déjà une question qui était dans le chat, je pense. Donc, la question se pose aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. Je vous la lis. Demain matin, la Commission européenne va publier un plan pour l'économie sociale. Est-ce qu'il y aura des éléments dans ce plan qui soutiennent spécifiquement les entreprises sociales et solidaires dans la transition écologique ? D'abord, il faut laisser la parole au commissaire Nicolas Schmit qui présente son plan effectivement cette semaine, la semaine prochaine. Je crois savoir effectivement qu'il y aura des éléments de soutien au développement de l'économie sociale et solidaire en lien avec le New Green Deal européen. Et la capacité effectivement d'intégrer et de trouver des synergies entre un fonds de développement et de soutien au changement d'échelle de certaines entreprises de l'ESS qui sont notamment axées sur les questions de transition écologique, avec par ailleurs les montants qui ont été fléchés dans le cadre du New Green Deal et dans le cadre du projet du plan de relance européen qui aujourd'hui est en train de se mettre en place dans chacun des États membres, puisque je rappelle que, par exemple, la France a perçu 40 millions d'euros de la part de l'Union européenne, qui sont des montants qui sont adossés notamment à ce qu'il y a 30% des montants qui sont fléchés par la transition écologique. Donc voilà, donc je pense que oui, la réponse est oui, il y aura des éléments sur le changement d'échelle, sur la transition écologique. Ok, y a-t-il d'autres questions dans la salle? Alors, sinon, moi, j'en ai une à Gilles Vermaux-Desroches, si vous êtes toujours là. Vous avez beaucoup parlé des jeunes et de l'importance de les inclure dans cette transition écologique et de l'importance des jeunes pour demain. Vous avez des exemples d'actions plus précises qui pourraient être mises en œuvre pour emmener les jeunes, justement? Bon, je suis désolée, je crois que nous n'aurons pas la réponse et nous allons laisser la place à la… Je ne sais pas s'il y a une petite pause là tout de suite ou pas. 5 minutes de pause simplement, pas plus, parce que nous avions du retard. Et dans 5 minutes, nous reprenons la 3e table ronde. À tout à l'heure.
Merci.